Bienvenue sur la chaîne Curious History, et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du RMS Aquitania. Ce paquebot emblématique de la Cunard Line a navigué de 1914 à 1950. Conçu par Leonard Pesquet et construit par John Brown & Company à Clivebank en Écosse, il a été lancé le 21 avril 1913 et a effectué son voyage inaugural de Liverpool à New York le 30 mai 1914. Comme beaucoup d'autres navires de la Cunard, il a été désigné Royal Mail Ship, transportant le courrier royal sur de nombreuses traversées. Mais l'Aquitania faisait surtout partie du trio légendaire de navires express de la Cunard, aux côtés du RMS Mauritania et du RMS Lusitania, et fut le dernier paquebot à posséder 4 cheminées. Peu après son arrivée en service, la Première Guerre mondiale éclata, et l'Aquitania fut convertie en croiseur auxiliaire, puis en transport de troupes et en navire hôpital, notamment pendant la campagne des Dardanelles. Après la guerre, il reprit son service transatlantique en 1920, devenant l'un des paquebots les plus admirés de l'époque et récoltant le surnom de Ships Beautiful grâce à son allure et à son confort. En 1934, après la fusion de Cunard avec la White Star Line, l'Aquitania continua de naviguer et lors de la Seconde Guerre mondiale, il servit à nouveau de transport de troupes, notamment pour rapatrier les soldats canadiens d'Europe. Après la guerre, il assura le transport de migrants vers le Canada avant d'être jugé trop vétuste pour continuer son service commercial. En 1949, après 36 ans de service, l'Aquitania fut retirée de la circulation et vendue pour démolition. Il restera dans les mémoires comme un symbole d'élégance et de fiabilité, pour son intérieur somptueux et pour son rôle crucial durant les conflits mondiaux. Alors, prêt à en apprendre plus sur ce navire légendaire ? Nous commençons notre histoire en 1910, au cœur d'une rivalité intense entre les deux plus grandes compagnies maritimes britanniques, la White Star Line et la Cunard Line. La White Star Line avait frappé un grand coup avec sa classe olympique comprenant l'Olympique, le Titanic et le futur Britannique, des paquebots qui surpassaient les Mauritania et Lusitania de la Cunard Line de 15 000 tonneaux de jauge brute. Si les navires de la Cunard étaient plus rapides, ceux de la White Star Line étaient réputés pour leur luxe inégalé. Face à cette concurrence, la Cunard décida de concevoir un nouveau navire capable de rivaliser avec la classe olympique. L'idée était d'abandonner légèrement la vitesse en faveur d'une plus grande taille et d'un confort supérieur. Ce projet ambitieux débuta sous la direction de Leonard Pesquet en 1910. Plusieurs esquisses furent élaborées pour définir les grandes lignes de ce qui devait être un navire d'exception, capable de maintenir une vitesse moyenne de 24 nœuds. En juillet 1910, la Cunard lança un appel d'offres pour la construction, et c'est finalement le chantier naval John Brown & Company, célèbre constructeur du Lusitania, qui fut retenu. Le nouveau navire fut nommé Aquitania, un choix en harmonie avec les noms des précédents paquebots de la compagnie. Comme leurs prédécesseurs, inspiré des provinces romaines Lusitania et Mauritania, l'Aquitania tirait son nom de Gallia Aquitania, une province antique de l'Empire romain. Et c'est ainsi que naquit l'Aquitania, un géant conçu pour dominer les mers, alliant luxe, taille et performance, et qui allait devenir une légende de la navigation transatlantique. Dès lors que les plans de construction de l'Aquitania furent validés, la conception du navire entra dans une nouvelle phase où chaque détail allait refléter l'ambition et l'innovation de la Cunard Line. Ainsi, l'architecte naval Leonard Pesquet entreprit de donner vie à un paquebot unique en son genre, dont nous allons explorer les caractéristiques remarquables. À la différence de nombreux autres navires de l'époque, l'Aquitania n'avait pas de véritable sister ship à sa mesure, contrairement au duo Lusitania-Mauritania ou à la classe olympique, avec l'Olympique, le Titanic et le Britannique de la White Star Line. Pesquet dessina donc un navire plus grand et plus large que les Mauritania et Lusitania, atteignant environ 130 pieds de plus, soit 40 mètres de longueur. Bien qu'il rappelait les célèbres navires de vitesse avec ses 4 imposantes cheminées, l'Aquitania se distinguait par des touches modernes empruntées ça et là à un autre navire conçu notamment par Pesquet, le Carmania, notamment avec une superstructure vitrée et de grandes prises d'air sur le pont avant. De plus, malgré des dimensions extérieures supérieures à celles de l'Olympique, le tonnage et le déplacement de l'Aquitania restaient inférieurs. Avant même la pose de la quille en 1910,
Pesquet, soucieux d'améliorer son design, entreprit un voyage sur l'Olympique en 1911 pour s'inspirer des innovations de ce géant de presque 50 000 tonnes. Bien que l'Aquitania ait été intégralement financée par la Cunard Line, sa conception respectait des spécifications strictes établies par l'amirauté britannique, garantissant ainsi qu'il puisse être converti en croiseur marchand armé en cas de besoin. Ainsi, la construction du navire débuta dans les chantiers John Brown & Company en Écosse, où de nombreux paquebots de la Cunard Line avaient déjà vu le jour, notamment le Lusitania. On en a fait une vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Fait remarquable, la quille de l'Aquitania fut posée exactement sur le même emplacement où furent ensuite construits d'autres navires de légende tels que le Queen Mary et le Queen Elizabeth. Là aussi, il y a ce qu'il faut en vidéo. Lors de son lancement, comme c'était la pratique de l'époque pour les premières unités d'une nouvelle classe, sa coque fut initialement peinte en gris clair pour des raisons photographiques avant d'être repeinte en noir dans les docks. En outre, l'Aquitania fut l'un des premiers navires construits après le naufrage du Titanic à être équipé de suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers et membres d'équipage. Il disposait donc de 80 canaux, dont 2 motorisés, qui étaient même équipés de systèmes de télégraphie sans fil Marconi. Par ailleurs, le navire présentait des améliorations notables en matière de sécurité, comme une double coque et des compartiments étanches capables de maintenir le navire à flot avec 5 compartiments inondés. Le 21 avril 1913, l'Aquitania fut lancée avec le parrainage d'Alice Stanley, comtesse du Derby, marquant une étape majeure dans son histoire. Durant les 13 mois suivants, les travaux d'aménagement se poursuivirent, supervisés par Arthur Joseph Davis et Charles Mewes. Ces efforts culminèrent lors des essais en mer du navire, le 10 mai 1914, où l'Aquitania dépassa sa vitesse prévue d'1 nœud complet. Après un dernier nettoyage des finitions finales au port de Mersey, le navire fut prêt pour son voyage inaugural. Ainsi, l'Aquitania, avec son design novateur et son ingénierie avancée, était fin prêt pour redéfinir le luxe et l'efficacité sur les mers. Et c'est ainsi que lors de son lancement officiel, l'Aquitania incarnait aussi l'ambition de la Cunard d'établir de nouveaux standards en matière de luxe, d'espace et de confort. En effet, ce navire monumental, premier de la flotte Cunard à dépasser les 900 pieds, soit 270 mètres de longueur, intégrait des innovations techniques impressionnantes ainsi qu'un aménagement intérieur conçu pour éblouir. Contrairement à certains navires à 4 cheminées comme ceux de la classe olympique de la White Star Line, chaque cheminée de l'Aquitania était fonctionnelle, utilisée pour évacuer les fumées des chaudières. Celles-ci, au nombre de 21, étaient des chaudières au scotch, à double extrémité, fonctionnant avec une ventilation forcée et comprenant 8 foyers chacune. Organisées sur 4 salles de chaudière, elles mesuraient chacune 22 pieds, soit 6,7 mètres de long pour 5,4 mètres de diamètre. Les chaudières étaient soutenues par des expulseurs de cendres, capables d'évacuer 4500 tonnes par heure, et qui pouvaient ensuite servir de pompe de cale en cas d'urgence. La propulsion, quant à elle, reposait sur des turbines Parsons, en triple expansion réparties dans 3 salles des machines, alimentant 4 hélices. Ce système complexe permettait une répartition efficace de la puissance, garantissant une navigation fluide et performante. De plus, une centrale électrique située sur le pont G, sous la ligne de flottaison, fournissait l'énergie nécessaire à environ 10 000 lampes et 180 moteurs électriques. Quant à ses capacités d'accueil, l'Aquitania pouvait, dès son lancement en 1914, transporter 3220 passagers, répartis en 3 classes, ainsi qu'un équipage prévu pour 972 personnes, bien qu'en pratique, ce dernier pouvait dépasser les 1100 membres. Fait notoire, après des rénovations dans les années 1920 et 1930, ces chiffres furent ajustés pour offrir plus de confort, notamment pour la création de la nouvelle classe touriste, mais là, nous y reviendrons plus tard. En matière de design intérieur, les espaces publics du navire furent confiés à Arthur Joseph Davis, un architecte britannique célèbre pour ses travaux sur le Ritz de Londres. Inspiré par les travaux de son partenaire Charles Mewes sur les navires allemands Imperator et Vaterland, Davis créa des espaces somptueux, notamment un salon Louis XVI, un fumoir de style carolien et un salon paladien. La première classe offrait 8 suites de luxe, portant des noms de peintres célèbres, tandis que les cabines standards, bien que variées, comportaient pour beaucoup des salles de bain privatives, soit dit en passant un luxe rare pour l'époque. Les passagers de deuxième classe bénéficiaient également d'installations remarquables, incluant un café-véranda, une salle de sport, et des salons spacieux et élégants. Quant à la troisième classe, ces espaces étaient révolutionnaires pour l'époque. Étendus sur toute la longueur du navire, ils comprenaient des salles à manger spacieuses, des ponts-promenades ouverts comme fermés, ainsi que des cabines bien aménagées offrant un confort inédit aux passagers les plus modestes. Au fil de sa carrière, les installations de l'Aquitania furent modernisées pour s'adapter aux besoins des contemporains. Ainsi, l'Aquitania resta un symbole de raffinement et d'innovation, attirant une clientèle variée et consolidant sa place dans l'histoire des paquebots transatlantiques.
Et c'est donc le 30 mai 1914 que l'Aquitania entreprit son voyage inaugural, sous le commandement du capitaine William Turner. Oui, après le capitaine ad hoc du RMS Olympique, c'est au tour de Will Turner de conduire un navire. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Bref, ce voyage très médiatisé attira l'attention des observateurs du monde entier, avec une arrivée triomphale à New York le matin du 5 juin. 15 jours plus tôt, le paquebot allemand SS Vaterland, alors le plus grand navire du monde, était mis en service, accentuant la compétition dans l'industrie maritime. Néanmoins, ce prestigieux événement fut assombri par le naufrage du RMS Empress of Ireland survenu la veille, avec plus de 1000 victimes qui périrent dans les eaux glacées du Saint-Laurent. Malgré ce drame, aucun passager ne se désista de son voyage à bord de l'Aquitania, bien que la tragédie ait provoqué une émotion considérable. Lors de ce voyage inaugural donc, environ 1055 passagers étaient à bord, soit un tiers de sa capacité totale. Certaines personnes étant réticentes à voyager sur un navire à sa première traversée, en raison d'une superstition courante et d'un drame que la population avait encore du mal à digérer. Le trajet, de 3181 milles marins entre Liverpool et New York, s'effectue à une vitesse moyenne de 43 km/h, malgré une pause de 5 heures en raison du brouillard et de la proximité d'icebergs dans la zone de traversée. Comme dit plus haut, si on pouvait éviter les superstitions, à un moment donné, le navire réussit même à atteindre une vitesse de 25 nœuds. De plus, sa consommation de charbon fut bien inférieure à celle des Lusitania et Mauritania, deux de ses rivaux sur la ligne. Le voyage retour s'avéra tout aussi fructueux, avec un record de passagers pour un paquebot britannique quittant New York avec un total de 2649 passagers. Cependant, la carrière de l'Aquitania fut brusquement interrompue par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. En effet, en août 1914, à peine quelques mois après son lancement, le navire fut converti en croiseur auxiliaire de commerce, conformément aux spécifications de sa conception. Armé et débarrassé de ses éléments décoratifs, il fut envoyé en patrouille dès le 8 août. Cependant, après une collision avec un autre paquebot, le Canadian, et la constatation que les grands liners étaient trop coûteux pour être exploités comme croiseurs, l'Aquitania retourna en service sous la direction de la Cunard après avoir été réparée et désarmée. Cependant, en 1915, l'Aquitania fut à nouveau réquisitionnée, cette fois pour être transformée en navire de transport de troupes. Il effectua plusieurs traversées vers les Dardanelles, d'ailleurs souvent en compagnie des navires britanniques et Mauritania. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il transporta environ 30 000 personnes entre mai et août de cette même année. Par la suite, il fut converti en navire hôpital, jouant un rôle crucial lors du déploiement de troupes dans le sud-est de l'Europe. En 1916, alors que le Britannique, l'un de ses principaux rivaux, sombrait au large de la Grèce, l'Aquitania reprit du service en transportant des troupes et en 1918, il fut de nouveau actif, transportant plus de 60 000 hommes à travers l'Atlantique, parfois avec plus de 8 000 soldats à son bord. Malheureusement, cette période fut marquée par un accident tragique. Lors d'une de ses traversées, l'Aquitania entra en collision avec l'USS Shaw, déchiquetant la proue du navire américain et causant la mort de plusieurs membres de son équipage. Après la guerre, en décembre 1918, l'Aquitania fut retirée du service militaire et retrouva sa fonction civile. Cependant, en février 1919, il entra une nouvelle fois en collision avec le navire britannique Lord Dufferin à New York. Ce dernier coula, mais l'Aquitania réussit à sauver son équipage à temps. C'est toujours ça. En juin 1919, l'Aquitania reprit son service commercial pour la Cunard en assurant un service d'austérité reliant Southampton, Cherbourg et New York. Puis, en décembre de la même année, le navire fut mis en cale sèche au chantier Armstrong White Horse à Newcastle pour une refonte complète en prévision de ses activités en temps de paix. Un des changements majeurs fut la conversion de son système de propulsion, passant de la combustion du charbon à la combustion du pétrole, ce qui réduisit considérablement le nombre de membres d'équipage nécessaires dans les salles des machines. De plus, les décorations et œuvres d'art qui avaient été retirées lors de son aménagement pour un usage militaire furent récupérées de leur entrepôt et réinstallées à bord. Pendant cette période, un nouveau poste de commandement fut également ajouté au-dessus du poste original, en réponse aux plaintes des officiers concernant la visibilité depuis la passerelle, surtout en raison de la hauteur de la proue du navire. Bref, l'Aquitania reprit donc son service commercial complet le 17 juillet 1920, partant de Liverpool avec 2433 passagers à bord. La traversée fut un succès. Le navire maintint une bonne vitesse, démontrant que la propulsion à pétrole était désormais bien plus économique que celle du charbon. L'arrivée du navire dans le port de New York fut même immortalisée dans le documentaire pionnier Manhattan en 1921, où l'on peut voir le navire poussé vers sa destination par des remorqueurs. Les mois suivants confirmèrent la bonne reprise de l'Aquitania, malgré une grève des stewards en mai 1921. En début de décennie, l'Aquitania était le seul grand paquebot de la Cunard Line à naviguer, le Mauritania étant en réparation après un incendie. Mais ça, c'est une autre histoire.
L'année 1921 fut donc exceptionnelle pour l'Aquitania qui effectua 30 traversées transatlantiques, soit 15 allers-retours, et transporta un total de 60 587 passagers, un record pour ce navire avec plus de 2000 passagers par traversée. L'année suivante, le Mauritania rejoignit l'Aquitania. Ensemble, ils formèrent un trio légendaire accompagné du Berengaria, anciennement le navire Imperator qui avait été saisi à l'Allemagne. Cependant, à partir de 1924, la nouvelle législation américaine sur l'immigration réduisit considérablement le nombre de passagers de 3e classe, qui passa de plus de 26 000 en 1921 à environ 8 200 en 1925. Le nombre de membres d'équipage fut donc diminué, passant de 1200 à environ 850 personnes. La 3e classe, moins rentable, fut progressivement remplacée par une classe touristique offrant un service abordable. En 1926, le navire subit donc une grande refonte, réduisant sa capacité de passagers de 3300 à environ 2200, comme évoqué plus haut. Malgré cela, la Cunard Line profita de la prohibition aux États-Unis, instaurée en 1919, qui incita de nombreux Américains à voyager sur les paquebots britanniques, uniquement pour pouvoir consommer de l'alcool. L'Aquitania rencontra donc un grand succès et généra d'importants bénéfices pour la compagnie. Comme quoi, le malheur des uns. En 1929, il subit un autre grand réaménagement, ajoutant des salles de bain à de nombreuses cabines de première classe et rénovant la classe touriste. Bien que des concurrents comme le Bremen allemand entrèrent en service, l'Aquitania resta un paquebot très populaire après 15 années de service. Cependant, la crise économique de 1929 eut des conséquences dramatiques. La baisse des passagers rendit l'Aquitania moins rentable, ce qui amena la Cunard à proposer des croisières bon marché en Méditerranée, particulièrement prisées par des Américains en quête de croisières autour de la thématique alcoolisme. Parallèlement, les deux navires allemands, le Bremen et l'Europa, capturèrent le ruban bleu et attirèrent une partie de la clientèle dans leurs escarcelles. En 1934, le nombre de passagers transportés par l'Aquitania chuta à environ 13 000 contre 30 000 en 1929. Pourtant, le navire resta populaire et se classa parmi les 3 paquebots les plus fréquentés de l'époque. Dans les années 30, pour maintenir le navire à jour, l'Aquitania subit encore une fois une refonte entre 1932 et 1933, jusqu'à inclure une technologie qui faisait sensation à l'époque, l'ajout d'une vraie cabine cinématographe. Parallèlement, la Cunard Line passa commande du Queen Mary pour moderniser sa flotte. La Grande Dépression compliqua le financement de ce projet, obligeant la compagnie à fusionner avec son concurrent, la White Star Line, en 1934. Le Queen Mary entra en service en 1936, et c'est à partir de cette époque qu'il devint nécessaire d'exploiter l'Aquitania à sa vitesse maximale, pour en faire un navire complémentaire au Queen Mary, avec des passages réguliers et une pointe tendue à 24 nœuds. En 1934, l'Aquitania s'échoua dans le Solent, un bras de mer qui sépare l'île de Wight de la Grande-Bretagne, et fut renflouée le jour même. La fusion Cunard-White Star Line entraîna la mise à la retraite de nombreux navires vieillissants, mais l'Aquitania échappa à cette mesure, à contrario du RMS Olympique, qui hélas ne put échapper à son destin à cause notamment de sa technologie dépassée, et il termina démantelé. En avril 1935, l'Aquitania s'échoua encore une fois, mais ce coup-ci sur le Tornknoll, aux environs de Southampton, mais grâce à l'aide de 10 remorqueurs, il fut libéré dès la marée haute. Lorsque le Queen Elizabeth devait entrer en service en 1940, certains spéculaient sur la mise à la ferraille de l'Aquitania, car le nouveau paquebot devait le remplacer sur la ligne de l'Atlantique Nord. Cependant, pendant cette période, son rendement restait satisfaisant, et la Seconde Guerre mondiale éclata peu après, offrant une nouvelle utilité à ce vénérable paquebot. En 1939, le navire attira un nombre croissant de passagers fortunés, bien qu'il fût déjà âgé de 26 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Aquitania avait une capacité normale de 7400 soldats. Faisant partie d'un groupe sélect de grands navires rapides, anciennement des paquebots, capables de naviguer de manière autonome, sans escorte, transportant ainsi un grand nombre de troupes assignées à des missions mondiales selon les besoins. Ces navires, souvent appelés Monsters, terme qui a été abandonné sur demande de Londres, comprenaient l'Aquitania, le Queen Mary, le Queen Elizabeth, le Mauritania, l'Île de France et le New Amsterdam. Comme dit plus haut, les projets de remplacement de l'Aquitania par le plus récent Queen Elizabeth en 1940 ont donc été suspendus par l'éclatement de la guerre en 1939. Le 16 septembre de cette même année, l'Aquitania, en attente de sa première mise à niveau en tant que navire de transport de troupes, se trouvait au quai 90, à New York, aux côtés du Queen Mary, tandis que les navires français Île-de-France et Normandie étaient amarrés près du quai 88. L'Aquitania est ensuite retournée à Southampton et a été réquisitionnée le 18 novembre. Sa première mission en tant que navire de transport de troupes fut de transporter des soldats canadiens en Écosse dans le cadre du convoi TC-1, en compagnie de navires tels que l'Empress of Britain, l'Impress of Australia, Duchess Belford, le Monarch of Bermude, ou encore des navires de guerre comme le HMS Hood ou le HMS Barham en décembre 1939. Un sacré convoi.
En parallèle de cette expédition, un transport massif de troupes australiennes et néo-zélandaises vers Suez et l'Afrique du Nord, avec une possibilité de détour vers le Royaume-Uni si nécessaire, était prévu. En novembre 1941, l'Aquitania, repeint en gris de guerre, se trouvait à Singapour et participa indirectement à la perte du croiseur australien HMAS Sydney qui avait combattu contre le croiseur auxiliaire allemand Cormoran. Bien qu'il y ait eu des spéculations non confirmées sur une tentative de l'Aquitania d'être attaqué par le Cormoran, ce dernier rencontra plutôt le Sydney le 19 novembre. D'ailleurs, les deux navires furent tous les deux perdus dans une bataille violente. Et l'Aquitania, en route pour Sydney depuis Singapour, repéra et sauva 26 survivants du Cormoran le 24 novembre, mais il ne donna pas de nouvelles aux autorités jusqu'à ce qu'il soit en vue du Wilson Promontory le 27 novembre, allant à l'encontre des ordres de ne pas s'arrêter pour secourir les naufragés. En décembre, l'Aquitania participa à l'évacuation de troupes australiennes et au transport de matériel vers Port Moresby, en Nouvelle-Guinée. Il revint à Sydney le 8 janvier 1942 et poursuivit ses missions de renfort vers Singapour et les Indes néerlandaises. L'Aquitania était devenu un navire essentiel pour transporter de grandes quantités de troupes en raison de ses capacités et de sa vitesse. Mais c'est réellement à partir de 1942 que l'Aquitania, désormais avec une capacité de 4500 soldats, fut utilisée pour transporter des troupes depuis les États-Unis vers l'Australie et la Grande-Bretagne. Après des réparations plus que nécessaires, il transporta des troupes de la côte ouest des États-Unis vers Hawaï, en mars et avril 1942. Plus tard, il soutint le transport de troupes de la côte est des États-Unis vers le Royaume-Uni, avec un convoi comprenant 19 000 soldats, avant de rejoindre l'Afrique de l'Ouest, l'Inde et la Méditerranée pour débarquer en Égypte en juillet 1942. En janvier et février 1943, l'Aquitania participa à l'opération Pamphlets, un grand mouvement de troupes australiennes depuis l'Afrique du Nord vers Sydney, et en 1944, pendant les préparatifs pour le débarquement de Normandie, l'Aquitania et les autres Monsters étaient essentiels pour les déploiements de troupes vers la Grande-Bretagne et leur service ne pouvait être interrompu. Au cours de ces 8 années de service militaire, l'Aquitania parcourut plus de 800 000 km et transporta près de 400 000 soldats. Selon l'historien de la Cunard Line Michael Gallagher, le Premier ministre britannique Winston Churchill a même crédité l'Aquitania lors d'un repas, ainsi que le Queen Mary et le Queen Elizabeth, d'avoir contribué à réduire d'une année la durée de la guerre en Europe. Après avoir achevé son service en tant que navire de transport de troupes, l'Aquitania fut rendu à la Cunard White Star Line en 1948. Il subit une remise en état pour le service passager, puis fut utilisé pour transporter des épouses de guerre et leurs enfants vers le Canada, sous contrat avec le gouvernement canadien. A savoir que le terme épouse de guerre, ou war bride, s'applique ici à une femme qui a épousé un membre des forces armées d'un pays étranger lors d'une guerre ou pendant une occupation militaire. Bref, ce dernier service créa un lien particulier entre l'Aquitania et la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse, qui était le port d'embarquement pour ses voyages d'immigration. L'Aquitania effectua son dernier voyage commercial de Halifax à Southampton du 24 novembre au 1er décembre 1949. Après avoir rempli sa mission, le navire fut retiré du service en décembre 1949, lorsque son certificat du Boards of Trade ne fut pas renouvelé en raison de l'état de dégradation du navire. En effet, il aurait été trop coûteux de le mettre aux normes des sécurités modernes, notamment sur la réglementation concernant les incendies. Paraît-il que les ponts fuyaient par mauvais temps, les cloisons et les cheminées étaient corrodées, à tel point qu'on pouvait même y insérer un doigt. Une rumeur persistante affirmait même que, lors d'un déjeuner d'entreprise à bord, un piano à queue était tombé à travers le plafond d'une des salles à manger depuis le pont supérieur. Cependant, cette histoire s'est avérée être fausse, bien que quelque peu divertissante. Après son dernier voyage en février 1950 de Southampton à Fells Lane, à 40 km de Glasgow, le navire fut vendu à la British Iron and Steel Corporation pour être démantelé pour la somme de 125 000 livres directement sur place en Écosse. Démantèlement prit plus d'1 an et fut achevé en novembre 1951. Ainsi, cela mit fin à une carrière qui avait vu l'Aquitania parcourir 3 millions de milles et effectuer plus de 450 voyages aller-retour. Le navire avait transporté 1,2 million de passagers au cours d'une carrière maritime active de près de 36 ans, faisant de lui le navire express ayant servi le plus longtemps au XXe siècle. L'Aquitania fut le seul grand paquebot à avoir survécu à 2 guerres mondiales, et il fut également le dernier paquebot à 4 cheminées à être démantelé. D'ailleurs, le gouvernail du navire ainsi qu'un modèle réduit détaillé de l'Aquitania sont exposés dans l'exposition Cunard Line au musée maritime de l'Atlantique à Halifax. L'auteur maritime N.R.P. Bonsor écrivit en 1963 à propos de l'Aquitania. La Cunard Line avait récupéré leurs vétérans en 1948, mais il ne valait pas la peine d'être remis en état. En 35 ans de service, l'Aquitania avait parcouru plus de 3 millions de milles, et à l'exception de quelques-uns des premiers paquebots de la Allen Line, aucun autre navire n'a servi aussi longtemps sous une seule propriété.
En conclusion, l'Aquitania représente bien plus qu'un simple navire de croisière ou de transport de troupes. Il incarne l'histoire d'une époque marquée par des conflits mondiaux dévastateurs, mais aussi par la résilience, l'espoir et les sacrifices humains. Son parcours à travers les deux guerres mondiales, ces trajets interminables remplis de soldats, de réfugiés et d'immigrants, rappellent l'ampleur des épreuves endurées par des générations passées. Ce navire, qui a sillonné les mers pendant près de 36 ans, a été témoin de la souffrance et de l'espoir de milliers de personnes et de femmes dont les vies ont été transformées par des crises inouïes. Il est crucial de se souvenir de ces périodes, non seulement pour honorer ceux qui ont traversé ces épreuves inimaginables, mais aussi pour tirer des leçons des erreurs du passé. En nous souvenant des crises humaines, des sacrifices et des périples vécus, nous pouvons mieux comprendre les défis actuels et veiller à ce que l'histoire ne se répète pas, du moins une certaine histoire. L'héritage de l'Aquitania et d'autres navires qui ont joué un rôle clé pendant les guerres doit nous rappeler la fragilité de la paix et l'importance de la solidarité humaine face à l'adversité. En préservant cette mémoire, nous honorons non seulement les événements passés, mais nous contribuons aussi à la construction d'un avenir plus juste et plus conscient des souffrances humaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir ou même redécouvrir peut-être l'histoire fascinante de l'Aquitania et de comprendre l'importance de se souvenir de ces périodes marquées par des défis humains majeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like ou de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages dans le temps. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant ou en commentant, vos retours sont toujours précieux et motivants. Et si vous avez des questions ou des réflexions à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je prends toujours le temps de m'y intéresser, et ça fait toujours chaud au cœur. De plus, comme cette chaîne réunit nombre de passionnés, c'est aussi l'occasion d'avoir des réponses à vos questions. Merci à tous pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure historique. Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'histoire, celle qui est la nôtre, est et se doit de rester un trésor à préserver, et pour cela, il nous faut donc la partager. Je vous dis donc à très vite, sur votre chaîne d'histoire, Curious History.